Bonjour à tous. Donc effectivement, Antonia Blagnier, je travaille au Kremlin-Bicêtre. Je suis tout d'abord médecin anesthésiste réanimateur et également je travaille en tant que formateur au centre de simulation de la faculté de médecine Paris-Sud. Voilà. Donc je vais vous présenter aujourd'hui un peu l'évolution d'un projet qui est en cours depuis maintenant quelques années quand même, qui était un projet de jeu sérieux pour les étudiants en médecine qui s'appelle donc l'Upper Games Neuro. Et là finalement je vais vous présenter les premiers tests qu'on a réalisés chez les étudiants. Donc finalement l'état des lieux, pourquoi on était amené à ça, mais ça finalement je pense que tout le monde est d'accord, c'est qu'il y a un nombre très important d'étudiants à former, dont les étudiants en médecine, et que finalement le Serious Game peut être une solution pour leur apporter certaines compétences. Et donc il en existe déjà en France, mais aussi beaucoup dans d'autres pays, mais c'était difficilement transposable en France. Et quand on a commencé à avoir ce projet, il n'en existait pas beaucoup dans le domaine de la formation des professionnels de santé. Donc en 2014, on a développé avec Interaction Healthcare un jeu sérieux pour les étudiants en médecine que je vais pas vous présenter le jeu proprement dit, mais plutôt les premières évaluations. Donc quand même, pour que vous sachiez un petit peu, c'est une étude finalement prospective, observationnelle, type enquête, qui a été menée à la faculté de médecine Paris-Sud. On a inclus tous les étudiants qui étaient à ce moment-là en stage pratique d'externat en anesthésie-réanimation et en neurologie, et qui allaient participer en fait à 4 sessions de cours avec le Serious Game. Donc ces cours, comment ils étaient intégrés? En fait, on regroupait tous les étudiants en salle informatique et pendant 45 minutes, ils jouaient sur un cas clinique précis et après, pendant environ une demi-heure, on débriefait avec un formateur sur ce cas. Les participants en fait pouvaient participer à 1 jusqu'à 4, puisqu'il y avait 4 cas différents de créer. Et puis bon, bien sûr c'était l'été, donc ça dépendait un petit peu des vacances de chacun. Mais en gros, tous ceux qui étaient présents au moment des stages avaient été inclus lors de cette étude. Pour vous présenter un peu l'outil quand même, je ne vous montrerai pas la vidéo pour gagner du temps, mais globalement c'est un jeu sérieux pour les étudiants en médecine qui a été constitué et développé avec une équipe pédagogique constituée de médecins du CHU de Bicêtre, neurologues, neurochirurgiens, urgentistes et anesthésistes réanimateurs. Et en fait le joueur est un médecin aux urgences qui doit s'occuper d'un patient qui a une pathologie neurologique aiguë. Les 4 cas, c'était traumatisme crânien, accident vasculaire cérébral, hémorragie méningée et méningite. Et on était dans la phase où les jeux avaient été développés, on était pratiquement dans le développement final, mais pour l'instant, il n'y avait pas eu il y avait eu quasi aucun test chez les étudiants proprement dit. C'était surtout les formateurs qui avaient qui avaient testé les jeux sérieux. Donc on a décidé de faire cette première enquête d'évaluation de comment déjà les intégrer aussi au sein de leur cursus pédagogique. Donc pour ça, les étudiants ont été évalués par un questionnaire qui était remis à chaque participant après chaque cours. Et il y avait dans ce questionnaire, c'était pour avoir un petit peu une idée de la population, une description de la population avec leur âge, leur expérience en Serious Game et s'ils avaient déjà eu bien sûr leur cours de neurologie avant, puisqu'il faut quand même qu'ils aient un bagage de connaissances pour pouvoir y jouer. Et après, il y avait des 20 questions autour de l'évaluation du Serious Game proprement dit, avec des questions sur la facilité d'utilisation du jeu, le réalisme et l'immersion, l'intérêt perçu du jeu dans la formation initiale et leur point de vue sur la mise en œuvre et l'intégration dans leur cursus de formation. En général, les questions c'était soit sous forme d'échelle de Likert ou des choix multiples. Donc nos résultats. Cet été, donc entre juillet et septembre, il y a eu 4 sessions de jeux sérieux, donc avec chacun un cas clinique différent. Ça a permis d'inclure 18 étudiants dans cette étude. Et au final, en fait, comme certains ont participé plusieurs fois, il y a eu 34 questionnaires analysés. Les étudiants, proprement dit, ils avaient 23 ans, en DAF1, 1, 2 et 3. Et la majorité était en stage de neurologie, mais en fait, ceux qui étaient en stage de neurologie, ils ont en général joué qu'une fois, qu'à une session, puisqu'il y avait eu 11 étudiants en neurologie pour 12 cas joués, et par contre, 7 étudiants en anesthésie-réanimation pour 22 cas joués. La majorité, enfin plus que la majorité, avait déjà eu un cours de neurologie, donc ils avaient déjà un bagage de connaissances sur les pathologies neurologiques. Et par contre, ce qui était aussi intéressant de noter, c'est qu'aucun d'entre eux n'avait joué à un jeu médical.
Et quand on analyse après les 34 questionnaires donc, qui correspondaient à chaque cas joué par un étudiant, on pouvait retrouver en termes de facilité d'utilisation, en fait, au départ, on a regardé le score final qu'ils avaient eu. Comme c'était une version pas encore définitive, on n'avait pas les scores détaillés des étudiants, mais on avait leur score final, et pour les cas 2 et 3, vous avez un score, enfin, après avoir joué 45 minutes, environ de 60 sur 100. Dans les deux cas. Par contre, ça nous a permis de montrer que pour le cas 1 et 4, on avait eu des problèmes techniques qui fait qu'ils se mettaient en échec parce qu'il y avait quelque chose qu'ils n'arrivaient pas à trouver et qu'il y avait quelque chose qui était uniquement un problème technique et pas du tout un problème dû à l'étudiant. Et donc, ça a permis de remonter l'information pour que ça soit résolu. Cette facilité d'utilisation, quand on regarde un petit peu, quand on leur posait les questions sur quelles avaient été leurs difficultés, une partie d'entre eux était sur l'interactivité avec le logiciel pour certains éléments et les problèmes techniques dont je vous ai parlé. Mais quand on regarde un petit peu plus précisément, on voit que pratiquement tous les étudiants, il n'y en avait aucun qui avait lu le mode d'emploi. Donc, faut pondérer les choses entre ceux qui ont joué qu'une fois, et donc c'est sûr qu'il faut quand même, quand c'est un outil qu'on ne connaît pas, il faut un temps d'apprentissage de cet outil, et donc le score qu'on peut avoir ou les points qu'on peut avoir, il faut d'abord être sûr qu'on sait utiliser cet outil. L'autre élément, finalement, c'est que quand on leur demandait sur la facilité à trouver ou comprendre le jeu, globalement, quand même, ils étaient satisfaits, donc il n'y a pas eu de problème de ce côté-là. Donc, comme quoi, certaines réponses, des fois, il faut les pondérer par rapport à d'autres questions. Quand on leur posait des questions sur le réalisme et l'immersion du jeu, là, finalement, ils étaient tous très satisfaits, puisque, en ce qui concerne le cas clinique, ils étaient satisfaits. Sur l'ensemble du jeu qu'ils trouvaient immersif, ils étaient aussi tout à fait satisfaits, 9 sur 10. S'ils trouvaient que le scénario était réaliste, 9 sur 10. Si les animations, le rendu visuel de l'examen clinique était réaliste, 8 sur 10. Et le nombre de questions disponibles pour l'interrogatoire était suffisant, ils considéraient que oui. C'est une des limites un peu pédagogiques de ce type de jeu, c'est que là, c'était un menu déroulant pour l'interrogatoire, donc ça crée des biais en termes d'apprentissage pédagogique. Mais sinon, en ce qui concerne donc, globalement sur le réalisme et l'immersion, on avait quand même de bonnes satisfactions. Quand on a un peu posé des questions sur l'intérêt perçu du jeu dans ce type, dans la formation initiale, ils trouvaient que ça avait une valeur ajoutée à leur formation, ils étaient d'accord à 9 sur 10. Et l'apport du jeu, principal du jeu, c'était de savoir prioriser leur interrogatoire, leur examen clinique, leur prescription, mais également d'améliorer, donc ça c'était vraiment l'item principal, mais également d'améliorer leur capacité à faire un diagnostic et apprendre à appliquer les connaissances et les protocoles et se confronter à la vie réelle. Donc vraiment du raisonnement clinique, pas que de la connaissance, mais d'apprendre à raisonner, comme quand on sera face à un patient. Et quand on leur posait la question, alors c'est de l'auto-évaluation, mais s'ils pensaient que ça pourrait avoir un impact sur leur vie professionnelle, ils étaient d'accord à 8 sur 10. Et en ce qui concerne, en fait, pareil, une question plus générale, s'ils le recommanderaient à d'autres étudiants, ils étaient tous d'accord qu'ils le recommanderaient en termes de formation à d'autres étudiants. Ensuite, on s'est un peu intéressé de savoir finalement si on a cet outil, comment est-ce qu'on va l'intégrer. Nous, cet outil, on l'a construit à partir de la simulation. Donc pour nous, c'était le jeu sérieux, puis un débriefing avec un formateur, etc. Mais finalement, on ne sait pas très bien. Et puis la commission de pédagogie, c'est pas évident quand même, parce que pour eux, les étudiants en médecine, ils ont le NC, ce qui est normal. Donc toute heure est comptée, et donc on ne va pas commencer à les faire jouer pour rien, quoi. Donc, en sachant que quand même le jeu sérieux, on s'était basé sur tous les items de l'ENC avec les référentiels. On n'avait pas fait ça comme ça, juste. Et donc, quand on leur pose la question, les étudiants étaient d'accord qu'il fallait finalement développer ce type d'outil pédagogique, c'était à promouvoir, et par contre que ça ne se substitue pas à leur cours pour leurs connaissances, mais que c'est en complément de l'enseignement existant. Et on leur avait demandé quel type d'intégration ils le voyaient, c'est-à-dire il y avait des questions sur est-ce que vous voulez d'abord jouer chez vous, puis après on fait un enseignement dirigé pour débriefer, ou là on avait fait en salle informatique parce que je savais pas, comme c'était les premiers tests, je savais pas s'ils allaient penser que ça allait être facile ou pas d'y jouer. Et donc quand ils y avaient joué en salle informatique, finalement ils trouvaient que c'était un enseignement qui était bien, c'était de jouer en salle informatique en groupe et après de débriefer. Mais ça je vous en reparlerai un petit peu après. Et enfin, ils étaient d'accord sur le fait que la faculté devait continuer à s'engager pour développer et promouvoir ce type d'outils. Donc en conclusion,
Je vous ai finalement montré une étude préliminaire, hein, puisque c'était vraiment sur la fin de la construction de ce type de jeu et le début de réflexion autour de l'intégration dans le cursus des étudiants, donc de ce jeu pour les étudiants en médecine, et que finalement, en dehors de quelques problèmes techniques, mais qui sont en cours de résolution, il y avait une facilité d'utilisation qui était bonne, avec un bon réalisme et une bonne immersion des étudiants. Mais bon, les étudiants sont assez satisfaits, mais finalement, il faut évaluer un peu plus sérieusement quand même ce type de jeu. Donc, comme l'avait rappelé Jean-Claude Grandry, finalement, il y a des évaluations d'apprentissage, ça se fait selon 4 niveaux. Donc, la satisfaction, l'acquisition des compétences, changement des pratiques et l'impact sur le patient. Là, dans notre étude préliminaire, entre guillemets, on avait surtout regardé plutôt la satisfaction des patients. Après, il y avait quelques items qui se rapprochaient des autres niveaux, mais on ne peut rien en dire parce que c'est de l'auto-évaluation. Mais c'était par rapport à leur perception sur l'intérêt du serious game dans leur formation initiale et leur impact sur leur vie professionnelle. L'idée de tout ça, c'est de se dire qu'une fois que tout sera bien mis en place, il faut faire une évaluation plus précise de ces types d'outils. Un autre élément de discussion, c'est que finalement, ils avaient trouvé que cette mise en œuvre, cette intégration du serious game était en complément d'enseignement existant, sous forme de jeu et de débriefing en enseignement dirigé. Mais en fait, j'ai refait il y a un mois et demi cette même session avec des nouveaux étudiants qui étaient en stage en anesthésie-réanimation. Et pour le coup, je leur avais d'emblée fait jouer à domicile. Une semaine avant, je leur avais envoyé le lien. Ils ont joué à un cas. Je leur avais dit de jouer au au cas 1. Non, même 2 cas en fait. Ça m'a permis de gagner entre guillemets un peu de temps en tant que formateur. Ils ont joué à 2 cas et après on s'est retrouvés pendant 1 heure, on a discuté des 2 cas. Et en fait, sur les 9 étudiants, les 9, quand on leur a demandé l'une ou l'autre solution, ils étaient complètement favorables à ce type de solution. Et voire même quand je les avais fait rejouer après en salle informatique pour voir un peu la différence, finalement, c'est que sur 9 étudiants, hein, donc ça veut rien dire, mais ils avaient bien aimé le fait de jouer à domicile puisqu'ils étaient vraiment maîtres du temps, alors que c'est vrai que je les avais un peu pressés parce qu'au bout de 45 minutes, je voulais qu'on puisse faire le débriefing. Donc voilà, c'est pour vous dire que pour l'instant, il y a encore toute cette réflexion à faire sur quelle modalité d'enseignement à domicile, à la fac, et aussi une question, parce que dans simulation, on se dit qu'il faut un débriefing avec un formateur, mais dans ce type d'outils, il y a une sorte de débriefing un peu standardisé, et puis en plus, ils ont accès à leurs points, et plus tard à leurs points détaillés aussi. Est-ce que ça apporte beaucoup de faire en plus un débriefing avec un formateur? Donc toutes ces questions aussi qu'il faut travailler. Et là, je vais juste vous parler des petites limites, enfin des grosses limites, puisque c'était une étude préliminaire. Finalement, on avait fait ce test-là sur une version qui n'était pas complètement définitive, donc c'était pas non plus le produit fini. Il n'y avait pas eu d'évaluation des compétences et avant et après les serious games ni sur la rétention, donc c'est des idées de projet. C'était un nombre très limité de participants, mais bon, il faut bien commencer comme ça. Et on avait décidé d'analyser les questionnaires, puisqu'on s'était dit que de cas par cas, peut-être que leur réponse allait être différente quand ils commençaient à connaître l'outil. Voilà, je vous remercie. En conclusion, voilà, je répète. Merci Antonia. Oui, Pascal. Juste une question, est-ce que l'intérêt perçu correspondait à votre intérêt initial dans l'utilisation des jeux? À mon intérêt? Non, vous avez posé une diapo en disant quel était leur intérêt perçu. Vous savez, ça fait c'est des objectifs pédagogiques. Il y a congruence ou pas? En fait, je leur avais pas demandé avant si... c'était après, en fait, eux, ils trouvaient qu'ils avaient un intérêt très important d'utiliser ce type d'outil. Je comprends pas la question, en fait. Ouais. Oui. Ouais. Savoir prioriser son intervention. Ouais. C'est eux qui vous l'ont dit, ça? Non, il y avait beaucoup plus d'items, il y avait une dizaine d'items. C'est eux qui vous l'ont dit? Oui, ah bah oui. Donc, est-ce qu'il y avait congruence avec vos souhaits à vous? Ah oui, ouais. Au travers du jeu, prioriser l'interrogatoire. Ouais. Et vous avez mis en jeu des systèmes qui permettaient de prioriser. En fait, alors, en fait, l'idée, c'était vraiment de travailler autour du raisonnement clinique et donc de prioriser ce qu'on doit faire devant un patient. Et donc, l'étudiant pouvait avoir accès comme il voulait
sur soit l'interrogatoire, soit l'examen clinique, etc. Mais après, dans le débriefing, on discutait qu'est-ce qu'ils avaient fait en premier. Et l'idée aussi, c'est que, alors c'était pas dans cette version-là, mais dans un autre projet, c'est d'être sûr que finalement, ils ont quand même suivi un ordre logique. Dans un projet que je vous répondrai tout à l'heure, où justement pour bien voir si l'étudiant, on peut avoir des connaissances, mais après on ne sait pas les utiliser, ces connaissances. Et il faut pouvoir savoir aussi comment les récupérer, ces connaissances. Et donc c'est là-dessus. Une question encore, Georges. Oui. C'est intéressant parce qu'effectivement, c'est le point de vue de l'utilisateur que vous donnez. Ma question, c'est quand on se trompe dans sa priorisation, est-ce que le système vous indique que vous êtes en train de faire fausse route ou on laisse les gens partir Non. En fait, le système, pour ce projet-là, en fait, s'il y avait certaines choses qui n'avaient pas été faites dans un certain temps donné, le joueur perdait des points. Voilà. Et quand il y avait certaines actions qu'il avait faites qui étaient bonnes, il gagnait des points. Et à la fin, en fait, il aura une grille de tous les points perdus et les points gagnés pour savoir finalement quels sont, sans avoir forcément le formateur à ce moment-là, en tout cas pour voir qu'il y ait une sorte de compte-rendu individuel de sa partie. Voilà. Mais sur des éléments qui nous avaient paru essentiels, on le fait perdre. Et à chaque fois qu'il perd, il y a un petit feedback pour dire devant tout déficit neurologique, il faut surveiller la glycémie, etc. Bien, encore une question, oui. Oui, dans le cadre de l'apprentissage par la simulation, on ne s'improvise pas formateur par la simulation. Oui. Donc il faut savoir introduire par le briefing, accompagner pendant l'exercice et savoir débriefer. Et dans le modèle cépage là, que j'ai évoqué rapidement tout à l'heure, on se pose aussi la question de la formation du formateur qui va accompagner l'usage du jeu sérieux pour induire le jeu, donner les règles, accompagner le jeu et débriefer le jeu. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous intéresse dans votre... En fait, oui. En fait, ce jeu a été développé parce que je suis formateur en simulation et donc pour l'instant, on faisait que des simulations haute fidélité, de la relation soignant-soigné avec des jeux de rôle. Donc côté briefing, scénario et débriefing, c'est comme ça qu'on a commencé. C'est comme ça qu'au départ, on voulait intégrer un peu le serious game. Après, l'idée aussi, c'était que, par exemple, la haute fidélité, ça demande énormément de formateurs. Donc c'était essayer de trouver une solution de simulation qui soit un petit peu intermédiaire. Et après, comme je vous l'ai dit, finalement, mais pour n'importe quel cours, il faut savoir introduire son cours, présenter les outils pour pas que l'étudiant soit bloqué sur quelque chose qui n'a pas du tout un objectif pédagogique, et après en retirer les messages importants. Mais c'est pour ça qu'il y a encore tout ce travail pour l'instant. Quand on regarde les différents, quand on regarde dans la littérature, souvent dans leur matériel et méthode autour des jeux sérieux, ils détaillent pas vraiment comment ils ont introduit les choses. On n'arrive pas trop à savoir. Alors, est-ce qu'ils étaient en salle informatique ou comment ils jouaient chez eux? On ne sait pas s'ils jouaient chez eux, est-ce qu'ils ont eu un tutoriel ou enfin voilà, il y a tout plein de choses comme ça, vraiment purement pédagogiques d'utilisation, qui sont pas tout le temps très très bien détaillées. Est-ce que vous pensez que du coup c'est quelque chose qui pourra être autoporté dans un jeu sérieux de qualité? Ça fait que c'est comme tout, hein, c'est que pour bien l'utiliser, il va falloir bien l'utiliser. Sauf qu'il y a certains éléments, par exemple le débriefing avec des formateurs, etc. Peut-être que pour certains types de jeux ou certains objectifs de jeu, ça va pas apporter énormément de choses. Tout dépend de comment est construit le jeu et s'il y a un débriefing qui est personnalisé aussi associé. Votre question est importante et la réponse d'Antonia est aussi importante, c'est-à-dire qu'il faut respecter une certaine méthodologie. On s'aperçoit que dans les serious games, ce n'est pas toujours le cas. Alors je ne dis pas, alors Antonia a raison, on peut peut-être prouver une façon de faire différemment, mais en tout cas, briefing, jeu sérieux, débriefing, parce que le jeu sérieux, Caroline l'a évoqué, c'est de la simulation, on est d'accord. Et donc ça fait partie, la méthodologie doit être respectée. Et c'est intéressant ce que vous avez dit, Antonia, parce que vous avez dit que un grand nombre n'avait pas regardé les règles du jeu, en fait. Ah oui, 93. Alors, on fait un jeu et on ne regarde pas les règles. Mais comme vous achetez un fer à repasser, un truc comme ça, même un truc plus élaboré, on ne lit pas les conseils d'utilisation. Personne ne lit. Tout bêtement, là, le deuxième jeu qu'on fait, que je vous présenterai cet après-midi sur les étudiants infirmiers, en fait, leur tutoriel, ils sont obligés de passer par le tutoriel. Ah, ça, c'est bien. En fait, quelque part, là, c'était un premier projet, et finalement, de ce premier projet, sur le plan pratique, comme ça, on a un peu tiré des conséquences sur le deuxième. Mais ça, c'est vraiment, j'insiste lourdement là-dessus, il faut que les gens soient très rigoureux dans l'utilisation.
Et il faut faire attention qu'il n'y ait pas une dérive. Hein. Et il y en a pas mal, il me semble. Bon, merci beaucoup, Antonia. C'était très clair et très intéressant. Monsieur Franck Amalric, qui va nous parler de la simulation numérique entre potentiel formatif et enjeux de recherche. Ah, sur la question de la formation du formateur Allez-y. On joue tous les jours. Restez chez vous et jouez au Serious Game. On va faire ça.